Christian Horner, lui aussi, il est un peu à cran en ce moment avec les budgets. Là, lui, en fait, son vrai gros problème, si tu veux, il est dirigeant d'entreprise, il commence à regarder un peu les finances, il se dit merde, ça coûte un petit peu très très cher. On assiste depuis à peu près le début de l'année, après la sortie du Covid, avec les conflits mondiaux en règle générale et plus particulièrement celui en Ukraine avec la Russie. On voit ce qu'on appelle une inflation, c'est-à-dire une hausse des prix, c'est-à-dire qu'on a trop de demandes pour peu d'offres. Et en fait, l'inflation, ça touche aussi la Formule 1, forcément. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit Christian Horner, parce que bon, bah forcément, on a tous en tête, bah frère, si ça coûte trop cher, tu coupes ta soufflerie, terminé, au revoir, et voilà, c'est ce que disait Vasseur. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que au final, c'est pas tant le développement qui coûte cher, c'est surtout les coûts fixes pour faire fonctionner une écurie de Formule 1, donc c'est-à-dire tout ce qui va être transport, donc la logistique. Je vous rappelle quand même que le container, avant le Covid, ça coûtait 900$, maintenant ça coûte 20 000$, d'accord? Donc on a fait un fois 20. Donc t'as le frais du transport, l'énergie forcément, donc quand tu fais déplacer tes camions en Europe, le prix du carburant au litre, et attention, hein, des SMI, t'en as pas genre un ou deux, hein, t'en as genre... un peu moins d'une dizaine quoi, parce qu'il faut déplacer les bagnoles, déplacer les motorhomes, machin, truc, etc. Donc t'as ça, les équipements en tout, les composants aussi, mais surtout, ce qui est assez intéressant, et c'est là où je le rejoins, c'est que en fait c'est aussi sur les salaires. Bah oui, ça c'est un coût fixe. En fait, c'est tout sur les coûts fixes que ça commence à coûter cher, parce que ton litre d'essence il augmente, mais tu mets toujours autant d'essence. D'accord? Donc du coup c'est plus cher. Les salaires pareil, au final tu payes toujours autant d'employés, c'est juste que l'inflation fait que t'as entre guillemets moins d'argent. La valeur de l'argent est moindre. Des salaires ça te coûte plus cher entre guillemets à dépenser. Et en fait Horner il dit ouais il y a des équipes du milieu de plateau qui commencent déjà à se plaindre que ouais c'est un peu compliqué et tout. Et moi j'étais en mode bah Christian enfin qu'est-ce qui te prend? Bon en vrai c'est pour un peu enjoliver son propos à lui hein, comme d'habitude. Au final d'un point de vue RH, ressources humaines, ça peut être très intéressant. Typiquement Ferrari a pris pas mal de personnel qui était sur le pôle Formule 1 et les a débarqués pour créer un nouveau pôle hypercar, tu vois. Donc du coup, c'est justement une belle question. Les structures comme Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, etc. qui vont avoir entre guillemets trop de personnel par rapport à ce qu'ils vont pouvoir dépenser en termes de recherche et développement pour développer leur voiture. Comment tu vas faire pour rediriger tout ce personnel-là que tu vas entre guillemets mettre au chômage? Et donc du coup, bah tu vas pas les virer parce que bon, bah c'est pas cool. Et donc du coup, bah c'était aussi une opportunité finalement pour les équipes de Formule 1 de trouver d'autres sphères pour développer de nouveaux projets, etc., etc. On verra comment ça va se passer. Donc il y a un truc à faire au niveau du personnel. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que du coup, on est en train de se dire, et moi ça fait des années que je dis ça, où je me dis, mais pourquoi on n'a pas organisé par continent? Putain, est-ce qu'on réfléchit un petit peu? Ou comment ça se passe? En fait, c'est juste chiant déjà pour les êtres humains de faire autant de déplacements. Mais en plus de ça, c'est une aberration écologique. Donc du coup, la F1 a encore mis Our Progress to Net Zero 2030. Donc pour leurs objectifs d'être neutre en carbone à partir de 2030. Pour le coup, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je trouve ça passionnant. Au tout début, ça me cassait les... Voilà, hein, de parler d'écologie, machin, de développement durable et tout. Mais là, pour le coup, tu vois, genre en vrai, ça m'intéresse de plus en plus. C'est pas un combat, mais le fait de se dire, tiens, il y a peut-être des technologies hyper intéressantes et tout pour la Formule 1 et tout, genre vraiment ça m'intéresse de ouf. Donc du coup ouais effectivement pour l'instant qu'est-ce qui est fait? Le carburant durable entre guillemets, biocarburant qui est en chemin. Remote TV Production Introduced. Donc a priori tout ce qu'on voit de la FOM, il y a une grande partie qui est fait en studio en Angleterre. Donc il y a moins de personnel sur place a priori. Efficient Freight Containers and Aircraft Introduced. Ça veut rien dire, je sais pas comment... Ok, très bien, cool. Génial, mais ça veut dire quoi? Les bureaux qu'ils ont par contre, la F1 utilisent de l'énergie renouvelable. Je trouve ça très cool, tu vois, typiquement ça, je trouve ça incroyable. Genre moi dans ma tête, tu vois, genre mon usine de F1 sera alimentée par des énergies renouvelables, tu vois, genre typiquement de l'éolien, de comment ça s'appelle, du solaire, du géothermique, machin et tout. Moi je kifferais que les bâtiments soient neutres en carbone, genre tout ce qu'ils prennent en énergie si tu veux ça vienne de choses développement durable comme ça en fait, genre bah tu pollues pas quoi grosso modo. L'objectif du carburant 100% durable qui est en développement, c'est qu'il peut être utilisé dans les voitures de route sans aucune modification. Et ça les gars c'est hyper important. Enfin là le développement de la F1 d'un point de vue
technologique sert vraiment. Il sert pas à faire des moteurs sur une AMG One qui coûte 1 million d'euros ou sur la RB17 qui va coûter 6 millions. Là, enfin, on va pouvoir dire putain, je mets du carburant de Formule 1 dans ma bagnole. Ça, c'est stylé, tu vois. Et en plus de ça, bah, le carburant, il est produit de manière durable. Alors oui, le carburant, au rejet du pot d'échappement, oui, il y a de la pollution parce qu'à partir du moment où tu fais de la combustion, tu rejettes du CO2. Ça, c'est clair, net, précis, pas de problème. Mais toute la prod, c'est là où en fait il y a la majorité du carbone qui est produit. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? L'introduction donc du moteur F1 en 2026, pas de souci. Ultra Efficient Low Emission Freight Strategy. Donc ils vont essayer de faire en sorte d'avoir une stratégie de transport de frais hyper basse en termes de carbone. Taking action to make our calendar more travel and freight efficient. Voilà, donc on va arrêter de faire des aberrations. Monaco, Bakou, Canada, on va enfin faire la chose dans l'ordre correctement. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi sur le carbone neutre. On a toujours des problèmes de fret qui sont dus à la pandémie. On a failli avoir des retards, alors des petits retards pour le Grand Prix de Melbourne. Là, DHL a fait une mission sauvetage pour aller chercher, vous savez, des cargaisons entières pour les équipes. Il y avait des équipes qui n'avaient pas leur matériel qui était arrivé à temps à Melbourne. Il y avait eu un petit peu de décalage, mais bon, DHL a affréter des avions et tout pour faire le trajet parce que c'était bloqué à Singapour, un truc comme ça. Par exemple en MotoGP, alors j'ai appris ça en MotoGP pour le Grand Prix d'Argentine, il y a eu des retards et donc du coup ça a chamboulé un petit peu le calendrier du week-end. Pour la F1 pour l'instant on n'a pas eu de problème et avec la complexité du calendrier, les gars, quand on fait Monaco, retour base, Azerbaïdjan, Canada d'un coup sec, retour à la Casa. Quand tu fais ça, en vrai, waouh, d'un point de vue organisation et logistique, c'est quand même sacrément vénère, tu vois. On a une complexité du calendrier qui fait que on est encore plus sujet à avoir peut-être des problèmes de retard, etc. avec les équipes. Mais franchement, si on a 0 retard sur toute la saison, qu'on n'a pas un week-end où justement on est dans la galère, franchement c'est beau. C'est beau. L'incidence des galères logistiques et tout, c'est que les équipes peuvent plus apporter leur développement un petit peu en dernière minute. Imagine, tu vois, genre j'ai un aileron avant, il sera prêt le jeudi soir ou vendredi matin, tu peux pas le faire partir quoi. Tant pis, ce sera pour le week-end prochain. Alfa Romeo ne manquera pas de pièces de rechange à partir du Grand Prix de Silverstone. Alors c'est assez intéressant, ça me permet aussi de vous détailler un petit peu comment fonctionne justement la production, on va dire, des pièces pour une équipe de Formule 1. Le problème qu'on a, et c'est notamment le problème que Haas a eu en début de saison, c'est que quand on casse une pièce, en fait faut refaire la pièce et en même temps faut pouvoir faire la nouvelle pièce, tu vois. Donc si tu pètes cette bagnole, faut pouvoir reconstruire avec les pièces type 1. Et après, forcément, dans le même temps, c'est un peu la course, faut pouvoir développer et construire, fabriquer en carbone ton aileron niveau 2 quoi, grosso modo. Aileron arrière niveau 2, aileron avant niveau 2, fond plat niveau 2, etc., etc. Si tu casses des pièces, ça ralentit d'une certaine manière ta production parce que le but du jeu c'est de rien casser. Si tu casses rien, ta production, t'as pas 15 milliards de fours, donc si tous tes fours et tout ton personnel pour fabriquer tes pièces en carbone sont occupés à développer et à fabriquer les pièces niveau 2, niveau 3, niveau 4, machin, etc., c'est comme ça que tu avances un peu plus vite. En revanche, s'il faut à chaque fois repasser et prendre un four et quelques personnes pour pouvoir refaire des pièces à l'identique, etc., parce que on n'a pas eu le temps de développer d'autres choses, etc., et du coup tu prends du retard. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant et qu'il faut faire fonctionner correctement. Toutes les équipes de F1 aussi, parce que la pandémie fait que on a une crise notamment sur les composants, alors surtout sur les composants électroniques en règle générale. Pour le carbone je sais pas comment ça se passe, mais du coup tu peux pas fabriquer autant qu'avant et tout ce que tu fabriques, ça a un coût et ça c'est dans le budget capé. Donc tu peux pas faire vas-y on fait 5 châssis, on s'en bat les steaks, vas-y on fait ceci, on fait cela, machin. Non. Du coup c'est qu'est-ce que tu vas fabriquer en espérant que ton pilote va pas le péter pour pouvoir te concentrer sur la suite et sur les améliorations que tu peux faire. Donc là effectivement Alfa Romeo ne manquera pas de pièces de rechange. Ça y est, ils ont rattrapé entre guillemets le retard qu'ils avaient. Ils étaient un peu genre comme ça, comme on dit. C'était un petit peu chaud, donc et je pense qu'il y a pas mal d'autres équipes qui sont un petit peu dans cette galère là. Je pense notamment à Haas et à Schumacher, parce que lui il a planté 2 caisses quand même et il a dû changer de châssis il me semble. En vrai c'est un petit peu chaud. En vrai c'est un petit peu chaud.